Madame, monsieur, bonjour. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Chaque jour, la peau est exposée à différentes conditions d'humidité et de température qui peuvent avoir un effet négatif. Peau et climat, quel est le bon alliage? Vous avez un projet de création d'entreprise, mais ne savez pas comment vous y prendre ni quelles sont les étapes importantes à suivre. On vous donne quelques clés dans un instant. Les pays de la façade atlantique se mobilisent pour la protection du patrimoine culturel immergé, un patrimoine important pour le développement d'un tourisme basé sur l'économie bleue. La Société béninoise de dermatologie-vénérologie organise depuis hier les premières journées béninoises de dermatologie-vénérologie. Mises sous le thème peau et climat, ces journées visent à mettre l'accent sur le fort taux de prévalence induit par les changements climatiques. Françoise Nissou et Enoch Mpati ont suivi quelques communications. Certaines maladies de la peau, comme l'ulcère de Borrelie, la dermatite atopique sont aujourd'hui liées aux effets néfastes des changements climatiques, deux affections qui font appel à une consultation dermatologique. L'ulcère de Borrelie, c'est d'abord une maladie de peau qui sévit dans les milieux tropicaux et qui est due à un germe qui est similaire au germe qui cause la lèpre et la tuberculose. Au Bénin, même si le mode de transmission de cette affection reste inconnu selon les spécialistes, son taux de prévalence est en nette régression depuis 2003 comparé à l'Australie, un pays tropical ayant presque les mêmes caractéristiques que le Bénin. On a d'abord vu qu'il y avait un pic jusqu'en 2006, jusqu'à pratiquement 1000-1500 cas par an. Et après 2006, nous avons observé que le nombre de cas annuels est en constante diminution. Et de nos recherches documentaires, ce que nous avons pu constater rapidement, c'est que au Bénin, on constate qu'il y a une tendance à l'augmentation de la température d'année en année et à une réduction des précipitations d'année en année. Mais par contre, en Australie, on a également une augmentation de la température, mais une augmentation concomitante des précipitations. Contrairement au Bénin où les précipitations diminuent, en Australie, les précipitations augmentent dans le même sens que la température. Les changements climatiques constituent désormais une menace pour la peau et donc pour la santé humaine. La preuve, la dermatite atopique, qui était au départ une maladie des enfants, connaît aujourd'hui au Bénin et partout dans le monde un taux de prévalence non moins négligeable chez les adultes. C'est une maladie classiquement qui commence chez les tout petits, je vais dire souvent vers l'âge de 6 mois, donc on voit les premiers cas. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'à travers des enquêtes qui ont été effectuées, plus de 25% des adultes commencent leur maladie à l'âge adulte, alors que classiquement on se dit ça commence chez l'enfant et puis ça va évoluer après, ça va même disparaître au cours de l'évolution à l'âge adulte. Ce qui n'est pas le cas. On a des gens qui sont âgés et qui vont avoir leur maladie débutée alors qu'ils sont déjà adultes. Et nous, dans l'enquête que nous avons eu à effectuer ici au CNHU, on avait par exemple les gens qui avaient plus de 50 ans, il y avait 8% de nos malades qui avaient la dermatite atopique, donc qui ont commencé la maladie un peu plus tard. Cette affection varie selon le type et la couleur de la peau. Pour faire face à ce mal du siècle, plusieurs défis sont à relever. Le défi, donc, c'est la formation. Le deuxième défi, c'est avoir un plateau technique suffisant qui accompagne la prise en charge de cette maladie-là. Le défi aussi, c'est les échanges entre les pays. Les bourses de formation pour les spécialistes sont vraiment très réduites. Donc nous avons besoin que le politique nous accompagne pour qu'on ait beaucoup plus de bourses pour former les collègues médecins généralistes notamment. Mais le défi aussi, c'est les traitements. Il y a des traitements dont nous ne disposons pas face à des cas sévères, notamment dans nos régions. Et nous avons besoin que ces traitements qui existent ailleurs puissent être également disponibles aussi chez nous. Donc il va falloir travailler dans ce sens-là pour avoir des médicaments disponibles afin de prendre en charge nos patients qui sont malades. Les maladies liées au changement climatique sont plus que désormais d'actualité. Chacun est appelé à faire un peu plus d'efforts
pour réduire les effets pervers de la pression exercée sur la nature pour que le monde se porte mieux. Connaître son plan de développement d'affaires afin de répondre aux difficultés rencontrées en entreprise. C'est une nécessité pour tout jeune entrepreneur. Mais alors, quelle est son utilité, l'utilité d'un plan d'affaires? Ces questions trouvent leur réponse avec Lazare Migan. C'est un document qui prend en compte une étude préalable de marché, décrit de façon très claire ce que l'entreprise ambitionne de faire, ainsi que le projet d'évolution qu'on pense, et qu'on pense à partir des chiffres très précis, les chiffres qu'on pense que l'entreprise va atteindre. Le parcours d'un entrepreneur est jalonné de difficultés auxquelles il est pourtant nécessaire de faire face. Au début, c'est carrément difficile parce que vous faites tout. Vous êtes tout. Vous êtes comptable, vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes secrétaire, vous êtes tout à la fois. Et quand vous n'avez pas un financement ou bien quand vous n'avez pas des gens qui vous supportent à faire ça, c'est vraiment difficile. On se retrouve seul à des moments. On passe même des nuits blanches à essayer d'entreprendre. Un jeune entrepreneur qui a commencé peut avoir des difficultés sur le plan managérial. C'est-à-dire comment gérer les fonds, par exemple, comment gérer le stock, comment rechercher le marché, comment conquérir de nouveaux clients, comment fidéliser le client. Participer aux séances de formation entrepreneuriale en ayant sur soi son plan de développement d'affaires est une condition sine qua non pour tout bon entrepreneur. Il ne se forme pas suffisamment pour savoir comment gérer une entreprise, comment la créer, comment la gérer, comment assurer sa pérennisation. Et donc, il leur manque de la formation d'abord. Le financement qu'on évoque vient bien après. Et donc, c'est un environnement où de jeunes entreprises naissent, mais meurent également prématurément. Tout entrepreneur, à un moment donné de son cycle, doit marquer une pause, doit évaluer ses capacités entrepreneuriales, doit revoir son business plan. Et s'il ne l'avait pas, c'est le moment pour lui de l'avoir et de travailler à accroître ses performances aussi bien personnelles que l'essor de l'entreprise. Créer une entreprise ne consiste pas uniquement à mobiliser des moyens financiers. D'autres paramètres entrent en ligne de compte. Le mentor a cette consigne: décourager autant que faire se peut l'habitude du jeune entrepreneur à mettre la ressource financière en premier et à la prioriser. Et donc, lorsque le jeune entrepreneur a identifié ses ressources, l'amener à identifier l'ordre de priorité. Si l'argent est sa priorité, son échec est à 90% consommé. Et pour éviter l'échec, la planification est fondamentale pour toute entreprise tout au long de son existence. Parlons à présent des inondations à Cotonou. Le phénomène n'est certes pas nouveau et chaque année, en période de pluie, c'est un calvaire que vivent les populations. Et depuis 2003, le projet 3CI a été une alternative pour une gestion des inondations à Cotonou. Mais 16 ans après, quelle stratégie utiliser pour des solutions efficaces et durables? Alain Tossounon, journaliste spécialisé en environnement, nous en donne quelques réponses. Depuis 2010, où nous avons eu la plus grande inondation donc, qui s'est soldée par des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, on devrait avoir une politique publique efficace pour contrer la question des inondations. Fort heureusement, avec le gouvernement de la rupture, il y a l'un des projets phares, c'est donc le projet d'assainissement pluvial, donc, qui consiste donc, sur une surface de 50 km² sur les 70 km² que compte donc, la ville de Cotonou, donc à réaliser des exutoires, donc des canalisations pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Même si on a donc des caniveaux, ce n'est pas dans tous les quartiers que vous les avez, vous n'avez pas beaucoup d'exutoires, des collecteurs qui permettent de mobiliser beaucoup plus l'eau et d'aller les évacuer soit dans la lagune, soit dans le lac et tout. Donc je crois que ce projet d'assainissement fluvial constitue l'une des réponses, mais pas toute la solution à la question des inondations. Au-delà de ce projet, il faut repenser toute la problématique des inondations dans la ville de Cotonou. Il faut faire en sorte qu'en amont, on puisse réaliser aussi des barrages, de grandes infrastructures de mobilisation de l'eau que l'on peut valoriser pour l'agriculture, le maraîchage et même l'hydroélectricité pour empêcher que ces eaux-là descendent et donc viennent ici encore exacerber déjà la situation que nous avons.
En bref, retenons que le climat des affaires au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entamé au mois de novembre 2018 s'est poursuivi en décembre 2018 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. L'indicateur du climat des affaires s'est ainsi établi à 100,4 points en décembre 2018 contre 99,4 points en novembre 2018, soit un accroissement de 0,8 points. Cet indicateur se situe ainsi au-dessus de sa tendance de long terme qui est de 100 points. Selon la BCEAO, cela traduit une opinion globalement favorable des chefs d'entreprise sur l'orientation de la conjecture au sein de l'UEMOA. Les fonds marins recèlent un patrimoine culturel subaquatique important, source inestimable d'informations sur les civilisations anciennes et l'histoire de la navigation maritime. Ce riche héritage englouti nécessite un besoin urgent de protection. C'est d'ailleurs à ce titre que l'UNESCO a réuni 10 pays africains de la façade atlantique afin d'établir des mesures de protection communes basées sur le renforcement des dispositifs légaux. Suivons plutôt. Le patrimoine culturel subaquatique est très riche sous nos cieux, mais il est hélas peu connu du grand public. Bien avant l'arrivée des Européens, nos ancêtres avaient une grande histoire liée à l'eau. Vous avez des sites archéologiques qui sont submergés. Je donne l'exemple, vous avez dans le delta du Saloum les amas coquillés et autres, ou en fait autour de la vallée du fleuve Sénégal, autour du fleuve Casamance. Donc vous avez toute une civilisation qui s'est bâtie le long de l'histoire et en fait dont la moitié est immergée et qui se trouve sous l'eau. En fait, mais c'est cette histoire culturelle donc, léguée par nos ancêtres. Ensuite, il y a cette histoire de contact avec les Européens, les bâtonnets grillés. Soumis à un pillage intense, l'UNESCO veut contribuer à sa sauvegarde. C'est pourquoi il tient pour la 5e fois cette réunion sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Ces patrimoines, ils constituent un atout culturel important, que ce soit sur le plan de l'éducation et de la science, mais qui ouvre également un champ considérable pour le développement d'un tourisme durable, avec ces nouveaux concepts qu'on a déjà évoqués, qui est celui de l'économie bleue. La difficulté pour nous autres qui vivons sur Terre, c'est de prendre conscience de l'importance de ce que nous ne voyons pas. Si les fonds marins pouvaient nous parler, je pense que beaucoup de choses non dites dans l'histoire de l'humanité, dans la traite négrière et d'autres histoires, nous reviendraient et nous comprendrions mieux ce qui s'est passé. Et je pense que même sans les voir, nous avons la responsabilité, nous tous, de promouvoir cette protection de ce patrimoine-là. Archéologues et experts du patrimoine participent à cette rencontre de Dakar. 15 pays africains ont pour le moment ratifié la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. À travers cette rencontre, l'UNESCO veut sensibiliser les États membres à adopter un environnement juridique plus favorable à la protection de ce patrimoine. Pour mettre un terme à ce journal, il faut dire qu'en marge du 32e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba, la Banque africaine de développement va présenter ce jour aux différentes délégations son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2019. Le rapport met en lumière donc les perspectives économiques et les projections de croissance de l'ensemble du continent et de chacun des 54 pays. Il offre également des prévisions à court et moyen terme sur l'évolution des principaux facteurs socio-économiques tels que l'emploi et fait le point sur les défis et les progrès enregistrés. Ce rapport, faut-il le dire, est un outil pour étayer les décisions des gouvernants et améliorer l'efficacité opérationnelle des institutions. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.